Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une black box. On n'a aucune indication. On va se faire overpass. Et après mes galères, je pouvais la faire avec vous en temps réel. Euh, juste petite introduction, maintenant que j'ai mis la main dessus. Grosso modo, on commence toujours par la première étape. Vous savez, c'est la reconnaissance et l'énumération. Grosso modo, ça va nous donner un accès à une page de login qui concerne l'administrateur. Et il y a une des failles au WASP et je vous avais montré le Broken Authentication. Visiblement, il y a un moyen d'authentification qui est cassé. Donc on va utiliser cette faille pour se connecter naturellement à la place de l'administrateur. Après s'être connecté, on va voir qu'il y a, étrangement, il y a une clé RSA privée sur le serveur, mais elle est chiffrée. Donc c'est pas grave, on va pas se laisser abattre, on va la déchiffrer, sa clé privée, en utilisant SSH to John et John. Ensuite, on verra si on peut atteindre un shell via l'utilisateur sur la machine. Et enfin, dernière étape, escalade de privilèges. Comment on va faire notre privesc? On va voir s'il n'y a pas des jobs qui tournent. Donc vous vous rappelez, ça c'est des cron jobs. Et les cron jobs, ils sont où? Ils sont dans la cron table, la table des crons. Ok? Et on va voir qu'il y en a un qui tourne et qui télécharge étrangement un script bash à partir du serveur distant via un nom de domaine et on va voir si on peut pas l'exploiter en fait en changeant l'adresse IP dans le fichier host du serveur et voir si on peut pas télécharger nous le script et essayer de le modifier pour parvenir à nos fins et grosso modo c'est quoi? C'est devenir root sur la machine, ok? Le dieu dans la machine, Ghost in the Shell. Donc c'est parti. On n'a aucune aide. Je vais vous montrer quand même, parce que ça sert à rien que je vous dise ça si je vous montre pas. Euh, je vais lancer le VPN. Je vais relancer ma machine. Je me connecte au VPN. Ok, on est parti. Je vais le passer sur mon bureau 2. Ok, bureau 2. Nickel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça devient de plus en plus dur. Et heureusement. Enfin, la difficulté était moyenne, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on va aller sur le site et on va aller voir directement ce qui s'y passe. Donc, try avec me. On va aller sur mon dashboard. Donc, overpass. Et je vais vous le traduire, on va faire une petite introduction quand même. On va voir un petit peu, il n'y a pas grand-chose, hein, je vous rassure. Ça va être très concis. Donc, que se passe-t-il lorsqu'un groupe d'étudiants en informatique fauché essaye de créer un gestionnaire de mots de passe? Pardon. Évidemment, une réussite commerciale parfaite. C'est ironique, attention. Il y a un code d'abonnement TryAcme caché dans cette boîte. La première personne à le trouver et à l'activer recevra un abonnement d'un mois gratuit. Si vous êtes déjà abonné, pourquoi ne pas le donner à un ami? Bon, la machine est vieille, hein. Donc, vous voyez, on est en 2021, je pourrais pas avoir mon abonnement gratuit, mais comme j'ai déjà un abonnement gratuit, en fait, je m'en fous un peu. Mais vous voyez que vous pouvez faire certains trucs, hein, et c'est vraiment intéressant. Vous pouvez récupérer des abonnements gratuits sur TryAcme. Donc je vous conseille vraiment de faire pas mal de choses et surtout faire les trucs qui vous rapportent des cadeaux, ok? Donc il y en a un qui est assez dingue, je vous montre, parce que là, bon, vous allez me dire, ouais, un abonnement d'un mois, t'es gentil Marco, mais ouais, c'est cool, mais bon, sans plus. Allons voir toutes les rooms, je vous en montre un. Ok, ça c'était pour Noël. Mais là, il y avait quoi comme cadeau? Je vous le donne en mille et mille. Il y avait plus de 13 000 € de formation. 13 377. Ok? Vous avez tous vos certifs. Putain, si j'avais su, je l'aurais enculé. Parce que je suis en train de me les payer. Donc, si j'avais su, il y a tout ça. Et des très très bonnes formations. L'INE, le PWK, l'OSCP, c'est des grosses formations. Donc, si vous voulez bosser en cybersec,
toutes les formations Hack5 excellentissimes. Voilà, il y en avait pour plus de 13 000 $. Et le premier remportait le CompTIA, l'Offense Security et l'INE. Donc ce sont les trois grands majors en cybersécurité. Donc vous voyez, vous ne faites pas uniquement des exercices, vous vous entraînez, vous améliorez vos techniques de hacking, mais n'hésitez pas à faire des exercices qui vous pourront peut-être vous payer des formations. Je pense pas que tout le monde ait 13 000 € à dépenser pour travailler dans des grosses boîtes en cybersécurité. Donc là, c'est l'occasion. Ok? Donc il y a souvent des prix comme ça aux alentours de l'été et de l'hiver. Donc n'oubliez pas de regarder, de jeter un coup d'œil, soyez curieux. Euh, Là, nous, on fait les parcours parce que on a commencé du niveau le plus simple au plus compliqué. On en est loin. Là, on fait du médium. Mais revenons à nos moutons. Tout ça pour vous dire, attention, regardez bien toutes les salles. Il y en a vraiment qui sont intéressantes. Ok? Donc, revenons à nos moutons. Et qu'est-ce qu'on voit? Overpass. Bah, qu'on n'a pas d'autres informations. On nous demande quoi? On nous demande le flag user et le flag route. À nous de nous débrouiller. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit première étape. Bah, vous devriez le savoir maintenant. On va faire tout simplement un Nmap. Je vais énumérer ma machine. Donc, toujours pareil. Je veux tout le temps la même chose. À peu de choses près. Je fais un PN si jamais elle répond pas au ping. Je veux utiliser les scripts communs et je veux qu'elle m'énumère ce qu'il y a sur la machine. Et je vais varier un peu, faut varier les plaisirs. Je vais lui demander de m'enregistrer ça dans un fichier qui s'appelle recon.txt. Comme ça, si jamais je ferme mon terminal, je pourrai toujours avoir les informations qui seront présentes dans ce fichier texte. Mmap va me les enregistrer là-dedans. C'est parti. Phase de reco. Oui, toujours des problèmes de dyslexie. Ça change pas. Donc, j'aurais dû faire mon VV, pardon. Et un VV. Voilà, comme ça, il nous indique ce qu'il est en train de faire. Donc, on va scanner les ports. On va voir les ports qui sont ouverts sur la machine. Et en fonction de ça, eh ben, on va chercher des vecteurs d'attaque. Ok. Donc là, c'est assez rapide. Je vois que j'ai pas grand chose. Donc, partons du. Bah, j'ai un port SSH, ok. Avec la clé, toujours, comme d'habitude. Et j'ai un port 80. Donc, qui dit port 80, premier réflexe, je vais aller taper sur le serveur web. HTTP. Bienvenue à Overpass. Un gestionnaire de mots de passe très sécurisé qui supporte Windows, Linux, macOS, etc. Donc, les gens réutilisent souvent leur mot de passe pour différents services. Oh, que c'est vrai. C'est pour ça que les attaques de dictionnaire sont si efficaces. Si vous êtes l'un d'entre eux, vous risquez que vos comptes soient hackés par des méchants hackers. Attention aux méchants hackers. Donc Overpass vous permet de les enregistrer, différents mots de passe pour chaque service. Et bien sûr, en utilisant naturellement une technologie militaire assurée de cryptographie qui va vous les garder de façon sécurisée. Donc les raisons pour utiliser Overpass, j'adore leur humour. C'est que les passwords ne sont jamais transmis par internet, sous aucune forme. Contrairement à tous les autres gestionnaires de mots de passe. Vos mots de passe sont protégés avec un chiffrement de grade militaire, ça c'est sûr. Et Overpass n'enregistre pas vos mots de passe comme les autres utilisateurs. Mais il est trop bien. J'ai envie de cliquer sur download tout de suite, je le télécharge. Ok, donc je vois que j'ai des builds, et ils sont sérieux en plus. Il y a vraiment... D'accord. Donc je vais télécharger la version Linux pour s'il faut faire de l'ingénierie inverse. Moi je suis sous Linux, je prends la version Linux. Je peux regarder le code source ici, je vais le prendre. Parce qu'on va faire de la rétro-ingénierie. Et pour l'instant, je crois que ça me suffira. Donc
À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on a vu qu'on a deux ports ouverts. Je vais quand même lancer une énumération via GoBuster. GoBuster et ses dictionnaires. Donc, allons lancer notre ami GoBuster pour aller glaner un peu plus d'informations. Là, je fais de la reco sur le protocole 80. Port 80 HTTP. Qu'est-ce que je fais? Je fais GoBuster. Toujours, on fait du dir parce qu'on veut énumérer les directories. Là, HTTP, bah, je vais effacer tout ça. Je vais mettre la bonne adresse, ça marquera mieux. Donc on est en 10.10.115. 97, ça? Ouais, 97. Ok, ensuite, word list, ok. Donc on va utiliser le dictionnaire qui se trouve dans word list au pluriel, seclist, ok. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle Discovery, je l'ai pas mis. Il n'y a que ça. Étonnant. Seclist. Et il y a quoi là-dedans? J'ai rien d'autre. Deux petites secondes, là ça me paraît vraiment bizarre. Ouais, il est... Qu'est-ce qu'il a fait là? Je vais supprimer sudo même. Wordlist. Impossible. C'est toujours possible avec un RF. Au revoir, merci. Donc là, j'ai wordlist au pluriel. Seclist. J'espère que... Putain, j'ai rien dans seclist. Comment ça se fait que j'ai rien dans seclist? Bon, c'est pas grave. On va aller à la racine. C'est des users. Ah. User char, wordlist, seclist. Qu'est-ce qui m'a fait le bug? Ah ouais, c'est moi qui fatigue. Seclist. Ensuite on a quoi? Discovery. Et moi c'est le common. Le common il est dans web content. Et là j'ai un truc qui s'appelle common. Web service. Il y a quoi là-dedans? Il y a le swap. Ah, c'est pas ça que je cherche. Ok, il est là à la racine. D'accord. Ok. Donc, je change de chemin. Je vais dans mon chemin absolu qui est dans user, qui est dans share, qui est dans word list, ok, qui est dans seclist, qui est dans, on a dit discovery, je crois. Ensuite, web content. Et là, il y a un truc qui s'appelle comment? Pas halluciner. Ouais, il est là. Donc, il va scanner, il va nous trouver des choses pertinentes, j'ose espérer. 301 redirection. On va pouvoir accéder visiblement à toutes ces ressources. Donc, la common, elle est bien parce qu'elle est beaucoup plus rapide que la 2.3 medium que j'utilise d'habitude. Et généralement, il nous trouve des choses assez pertinentes. Donc, je vais utiliser quoi? Je vais d'abord aller sur l'index HTML. On va voir un petit peu. On va faire du fuzzing. On va tester toutes les possibilités que nous a donné notre ami GoBuster. Ok, donc ça, c'est la page d'accueil, c'est notre HTML. Qu'est-ce qu'on... Admin, ça a l'air intéressant. Admin et download, à mon avis, c'est les trucs les plus intéressants qui vont nous servir. Pourquoi tu me le fasses, s'il te plaît? Je t'ai juste demandé de mettre un slash. Ok, là c'est le download qu'on a vu. Donc rien de bien exceptionnel, je peux me naviguer, je n'ai pas besoin de voir le... Ah, là ça devient intéressant. Là, on nous demande un accès. Premier réflexe, admin, admin.
Not save, ok. Admin, password. Ok, pas de chance, ça aurait été trop facile. Donc là, on est bloqué sur la mire de connexion, en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut faire une attaque par force brute, en fait. On pourrait essayer tous les noms d'utilisateurs communs avec des mots de passe de notre RAPU, plus de 13 millions. Mais bon, ça commence à faire beaucoup, quoi. 13 millions, vous avez vu, la dernière fois, j'ai mis quasiment 20 minutes. Je vous ai édité la vidéo, mais ça a pris beaucoup de temps. Donc là, bah, il faut qu'on regarde si on peut pas casser, en fait, le système d'authentification. Et faut voir comment sont gérés, en fait, les cookies. Ok? Donc pour ce faire, on va aller inspecter l'élément. On va aller dans Storage et on va voir un petit peu le cookie, ça dit quoi. Donc là, il n'y a rien de bien sexy, aucune information. Rien, pas cool. Ok, donc là, c'est pareil, j'ai pas grand chose. Donc ça demande bien un mot de passe. Ça demande bien un mot de passe. Comment on peut faire? Comment je peux faire? Comment je peux faire? Est-ce qu'il y a du JavaScript? Non, pas là. Alors. Est-ce que j'ai un peu plus d'informations? Non. Donc, faut comprendre où est géré l'accès au mot de passe là. Cette partie-là, c'est celle qui m'intéresse en fait. Je vois que j'ai un cookie JS. Donc le cookie JS c'est bien, mais là il est formaté comme de la merde. Excusez-moi, je me perds dans mes boutons. Je peux pas l'ouvrir ailleurs. C'est bizarre. Donc là, il nous dit déjà que le champ de password, visiblement, n'est pas sécurisé. Donc déjà... Ok. Donc, il faut qu'il nous la mette en page. Donc, là, ça devient un petit peu plus intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai dit, en fait, ça fait partie d'une faille OWASP qui est ce qu'on appelle le Broken Authentication. Donc, authentification qui est cassée. Cassée, donc ça veut dire on n'a même pas besoin de faire du brute force. De se prendre la tête à lancer notre dictionnaire et notre attaque de brute force. On va abuser d'une faille qui est présente dans le code. Le code là, il est géré par du JS. JS, c'est du JavaScript. Le JavaScript, en fait, récupère les mots de passe du point de terminaison et renvoie la réponse via un cookie, qu'on appelle le session token, en fait. Donc là, tout est défini. On a notre cookie et on voit qu'on a une fonction, en fait, qui fait plusieurs étapes. Donc, une des vulnérabilités en fait de l'authentification cassée, si vous me permettez de l'appeler ainsi, c'est que ça nous permet de contourner l'authentification qui est faite par le session token cookie. À tout moment en fait, on peut utiliser du code en fait qui va modifier le cookie quand on visite la page d'admin et ça va nous permettre de contourner le système de protection qui est sur la mire. Donc, ça, pas besoin, au revoir, casse-toi. Maintenant, il va falloir essayer de comprendre un petit peu le code source et grosso modo ce que ça fait. Donc, moi je connais l'attaque, mais on va essayer un peu de développer. Donc, il y a une fonction qui s'appelle async. Je vais regarder. Elle est où?
Elle est où ma fonction sync? Le strict export. Ok. Là, ça fait un replay, ça fait sa boucle. Donc là, il y a le login.js. Regardez, login form function. Voilà. Là-dedans, c'est le plus important en fait. Parce que le cookie donc, va gérer la connexion. Le main.js va délivrer via du JavaScript notre mire de connexion. Et tout va se passer à l'authentification. Et l'authentification, c'est géré par login.js. Donc on voit qu'on a 3 JavaScript. Et là, on va s'intéresser à cette fonction asynchrone. Il s'appelle login. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà qu'on définit, on déclare 3 constantes, ok, avec 3 variables. 3 variables avec 3 noms de variables. Username box, password box, login box. Donc tout ça, ce sont des classes qui sont appelées au niveau de JavaScript et on leur donne des valeurs. On demande un username, un mot de passe et le statut du login. Ensuite, on affiche la réponse. On récupère les credentials, donc les mots de passe. C'est quoi? C'est le username et le password. 2 clés. Ok, password, username. Ensuite, cinquième, on a, je vous ai dit une bêtise, excusez-moi. On a 1, 2, 3, 4, 5 variables qui sont des constantes. Donc on a réponse, cred, login status, password box et username. Cinquième étape, on fait quoi? On attend que les données soient récupérées via l'API. Il y a un truc qui doit se balader ici. Ah putain, à chaque fois il me fait ça. Excusez-moi. Il y a un truc qui doit se balader. Il doit y avoir une interface de programmation qui attend le login. Et le login, il est distribué par quoi? Par notre login.js. Là, visiblement, vous voyez qu'il attend les données en post. Donc, elles sont envoyées avec la méthode post. Et on a 2 variables. On a l'API et on a les creds. Les creds, c'est quoi? Elle a été définie ici. C'est le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ce qui est un petit peu logique quand on cherche à s'authentifier. Ensuite, on va vérifier le statut du cookie. Et qu'est-ce que fait la fonction là? Eh ben en fait, elle attend la réponse. Elle attend même du texte. Donc ensuite, on passe dans une boucle de programmation. Soit, c'est les mots de passe fournis. L'utilisateur et le mot de passe sont pas bons, incorrect credential. Et dans ce cas-là, on affiche le texte incorrect credential et le password value. On lui dit c'est pas bon. Sinon, on sort de la boucle et on passe à l'authentification via le session token qui est géré par le cookie.js. Ok. Et là, on affiche le statut et on lui dit ok, c'est quoi? Tu passes de l'API login à admin. Sauf que moi, quand je vais dans admin, j'ai pas les droits. On est d'accord. Et c'est un petit peu normal. J'arrive sur cette page. Donc on voit maintenant comment est géré via le login.js. En fait, on a les différentes fonctions qui font des requêtes et qui gèrent la réponse pour que l'administrateur puisse se connecter. Si la personne n'est pas l'administrateur, elle n'a pas le mot de passe ou le bon utilisateur, Toto, on a le message qu'on a vu. Incorrect credential qui est bien affiché. C'est ce qu'on a vu dans le code source. Je n'invente rien. Maintenant, comment on peut faire pour feinter le système? Voilà. Voilà, vous voyez que j'ai bouillé. Et si on n'affiche rien, on retourne au système de protection. Alors, et s'en servir pour faire de la forgerie. On va créer un cookie et on va essayer de feinter via ce cookie et lui demander d'aller à la racine en fait et de contourner en fait la protection de la mire de connexion. Comme on a vu dans le code source, si on regarde bien, regardez bien le code source au niveau du JavaScript, en fait le cookie
n'est pas validé. Il le prend juste en entrée et il vérifie pas s'il est valide ou non. Ça veut dire qu'on peut injecter n'importe quel cookie et peut-être le laisser vide pour, euh, pour le feinter en fait, hein, tout simplement. Donc comment je peux faire ça? Ben, je peux aller dans ma console, inspect element, on va aller dans storage, et là on a notre cookie. Le cookie, il n'y a rien, no data est présente. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut peut-être créer un nouveau cookie. Ok. Le nom, on a vu qu'il appelait quoi? Le cookie s'appelait comment? C'est session token. Ok. Ensuite, c'est quoi? Eh ben, il y a l'adresse IP, naturellement, de la machine. La valeur, c'est quoi? Pardon, je suis en train d'éditer value. C'est la machine. Donc là, c'est le 113. 10, 123, 25. On est d'accord. Et là, vous voyez le pass là? Lui, il nous redirige vers admin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut peut-être le feinter et lui dire, c'est quoi, tu rediriges par là. Ok. On modifie pas la date. Et on va juste faire valeur OK. Secure, table. Same site. On va le passer en unset. Donc là, si je rafraîchis maintenant ma page, voilà, j'ai contourné le système de protection. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons. Il y a moyen de faire comme ça, ou il y a moyen d'aller inspecter les éléments, récupérer le JavaScript, comme on a fait tout à l'heure, et étudier un petit peu comment ça fonctionne, quoi. Donc d'où l'importance de bien avoir les OWASP pour avoir l'ensemble de système. Le main CSS, ok, inspecteur. Ok. Et si on affiche rien, on contourne le système de protection. Alors, revoyons un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu modifier le session token et mettre rien dedans en fait. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vidé carrément. Je l'ai supprimé. Je l'ai supprimé de la page en local. Ça tourne en local et une attaque client-side. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu juste modifier la variable. Je vous ai montré cette fonction async en fait. À un moment, dernière ligne, il y a ça. Voilà, il nous dit que il y a des trucs. Voilà. Et là, il y avait quoi avant? Je sais pas si vous vous rappelez, quand on avait regardé le code source. Vous pouvez supprimer tout à fait le script. Là, j'ai supprimé le JavaScript. Vous voyez qu'on arrive, on casse l'authentification. Et avant, grosso modo, ça faisait quoi là-dedans? Pardon, excusez-moi. Ça faisait status or cookie. En gros, je t'affiche le statut ou je récupère le cookie, la connexion est bonne. Si je récupère le statut, ça dit session invalide. Et sinon, ça récupère le cookie, c'est bon. Donc j'aurais pu mettre rien en fait. Et relancer la page. Ou j'aurais pu mettre Toto, le hacker. 1, 2, 3. Tout aurait fonctionné. Tant qu'il n'y a plus quoi? Qu'il n'y a plus le message incorrect credential et qu'il n'y a plus le message status or cookie. Moi j'ai supprimé là
le cookie 7. Et on voit que maintenant que je quitte, hein, j'ai remonté, je rafraîchis, hop. Vous voyez que maintenant on a pété. Comme par hasard, là, il ne nous demande plus la mire de connexion. On arrive et il nous dit vu que tu n'arrêtes pas d'oublier ton mot de passe, James, j'ai défini pour toi des clés SSH. Si tu oublies ton mot de passe, craque-le toi-même. J'en ai marre de régler les soucis avec toi. Et nous devons vraiment parler de ce chiffrement de qualité militaire. Paradoxe. Donc là, on a quoi? On a une clé de chiffrement. Qui dit clé de chiffrement SSH, il dit clé qui est encryptée, qui est chiffrée. Vous vous rappelez comment on peut se servir d'une clé qui est chiffrée? Comment on fait ça? On va utiliser notre ami John. Mais comment on peut pas utiliser la clé comme ça directement? Qu'est-ce qu'on fait? On va copier la clé et on va utiliser notre ami SSH to John, puisque c'est quoi? C'est une clé SSH. Donc, je sais plus où il est, on va faire un locate SSH to John. Il est là-dedans. Donc maintenant, est-ce que je peux l'appeler comme ça? Mais je crois que non. Non, je peux pas. Donc, user, donc share, ouais. John, et je veux un sous-programme de John qui s'appelle SSH to John. Ok. Ensuite, il va falloir décrypter la clé. Comment on fait ça? Déjà, il faut que je l'enregistre. Sudo nano ssh.txt. Ok, je copie-colle. J'ai le début et j'ai la fin. C'est une clé AES CBC. Ok, chiffré. Contrôle. Je dois avoir maintenant ma clé qui est présente. Ok, elle est là. Nickel. Donc là, je suis dans Burp Suite. Pas cool. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est pas grave. On va déplacer SSH.txt vers mon home. Et je vais aller dans mon home. Je dois avoir mon fichier SSH qui est quelque part. Ouais, il est là. Donc je vais relancer la commande. Et là, ça a l'air de marcher. Ok. Là, on a formaté la clé chiffrée dans un langage que comprend John l'éventreur. Donc, je lui mets la wordlist. Elle est égale à mon home. Ouais. Donc ça, c'est cool. Et tu vas t'appeler ID. Alors là, ça. Tu vas t'appeler, cette fois-ci, on a dit qu'elle s'appelait SSHD. Mais j'ai déjà. Ok, donc il nous le trouve facile, c'est James 13. Donc là, on a pété le hash, on a récupéré à partir du hash chiffré le mot de passe, et la valeur du mot de passe est égale à James 13. Donc ça, c'est fait. La suite, qu'est-ce qu'on fait? On vient de récupérer une clé privée de John, de James ou John, non, de James, excusez-moi, je fatigue. Qu'est-ce qu'on va faire? On va usurper l'identité de James. Vous voyez les pinceaux là. C'est pas ID RSA, c'est la clé qu'on n'a pas modifiée par SSH to John. C'est la première qu'on a récupérée. Et ça, c'est SSH.txt.
rentre le passe-phrase. La passe-phrase, c'était James 13. Et vous voyez qu'on usurpe son identité. Donc là, on est sur la machine, on a notre vecteur d'attaque, on est arrivé à pirater sa clé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on va se balader, on va faire du happy pass, on va regarder à gauche, à droite, et bah, on va essayer de trouver des choses qui sont intéressantes sur le serveur. Donc, bah, déjà 4 users. Ok, bon, on a notre premier flag. Cool. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, il faut qu'on fasse notre escalade de privilèges. Donc, on va voir l'autre fichier. 4 to do. Donc, mise à jour du chiffrement overpass. Murland s'est plaint qu'il n'était pas assez fort. Écrit le mot de passe quelque part sur un bloc-notes. Et ne l'oublie pas. Attends, on est en train de faire un gestionnaire de password. Pourquoi on l'utiliserait pas? Test overpass pour macOS. Ok, il a l'air d'être la build est terminée, mais je suis pas sûr qu'il fonctionne correctement. Demandez à Paradox s'il peut pas automatiser le script pour comment dire compiler les binaires et savoir si ça fonctionne. Pour l'instant, elles se mettent pas à jour sur notre site, notre website, ouais, notre site web, pardon, excusez-moi. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut commencer à faire de l'énumération. Comment on va faire notre énumération? Eh ben, on va venir tout simplement, pas s'emmerder, on va venir récupérer WinPiece. Je vais faire un vget et je vais récupérer WinPiece. Ça, j'en ai plus besoin. WinPiece, LinPiece, puisqu'on est sur Linux. Donc, il y a notre ami qui est là. Il est là. C'est magnifique. Ok. Donc. Je m'étais pas fait un truc, recours, privilège, téléchargement, WinPass. Je l'avais mis quelque part, c'est des recours, il y a quoi là-dedans? Ouais, il y a LinPiece, ok. Donc sudo mv, sudo cp LinPiece. Non, c'est des points, là j'ai mon LinPiece. Ok. Sudo python 3, http serveur. Ok, et là je vais faire un vget. Ok, donc il est dans les choux, carrément. Vget, donc http, je vais le prendre de mon serveur que je viens d'héberger. http 10, l'adresse de ma machine. Sur le port, on a dit, c'est quoi ce port? Pour 8000. Et je veux que tu me récupères linpiece.sh. Je ne peux pas avoir le port ouvert. Sudo usw 8000. Hello. Hello 8000. Ouais, c'est mieux. Il le prend, Ouais, il le prend. Nickel. Il fait un get, code 200, il l'a récupéré. Donc là, j'ai mon linpiece, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut lui donner les droits, qu'on puisse bah, tout simplement l'exécuter et qui tourne sur la machine. Donc on va faire un mode plus X sur linpiece. Ok, je lui donne les droits. Et maintenant, bah, on va l'exécuter.
et je vais tout enregistrer dans un fichier. On va faire un T qui vous permet d'enregistrer et pas de faire un T. Et je vais l'appeler reco.txt. C'est parti, on le laisse tourner et on va voir ce qu'il nous prouve. Donc vous vous rappelez, vous vous focalisez sur tous les trucs en rouge. Si les trucs en rouge ne marchent pas, vous passez en orange. Si les trucs en orange ne marchent pas, vous passez au jaune. Si les trucs jaunes ne marchent pas, vous l'avez dans le cul. Et on a un script qui s'appelle build-script sh. Donc c'est quoi? C'est un script sh et c'est un cron job. Cron job, c'est une tâche planifiée qui essaye de quoi? De télécharger en fait un script à partir via curl en fait à partir d'overpass.thm. Donc là on a un nom de domaine et ensuite qu'est-ce qu'il fait? Il pipe vers bash, vers bin sh. Donc ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que il y a un nom de domaine. Donc est-ce qu'on pourrait pas exploiter en fait ce cron job qui tourne et on sait maintenant ce qu'il fait? Est-ce qu'on peut pas feinter et faire croire à curl qui télécharge le fichier, comme moi j'ai utilisé curl tout à l'heure pour télécharger mon linpiece? Est-ce que je peux pas lui faire croire qu'il va télécharger le script mais au lieu de télécharger le script build script, c'est mon script que j'aurais renommé build script et il va l'exécuter sur le serveur. Donc comment on pourrait faire ça? Comment on peut feinter, faire croire à curl qu'il utilise en fait le bon script? Et parce que là nous on n'est pas sur le domaine overpass.thm. Comment on peut bidouiller ça? Comment on peut bidouiller ça? Le plus simple c'est de passer par le fichier etc. Si je modifie sur la machine que je suis en train de pirater le fichier etc host, je vais faire croire que n'importe quelle adresse IP est bien le domaine overpass.thm. Ok? Donc qu'est-ce qu'on fait? On vérifie nos droits. Nos droits sur quoi? Sur etc host. Tout le monde peut écrire et modifier. Moi, je suis RW. Donc, si je suis le premier RW, je suis other. Je suis other, je suis James, je suis other. Et il y a quoi? Il y a read and write. R et W. Donc, je peux modifier le fichier etc. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? On va le modifier et on va exploiter le fichier etc host pour bidouiller et parvenir à nos fins. J'ai pas son mot de passe, en fait, j'utilise sa clé. J'utilise sa passe-phrase qui permet de se connecter en SSH, mais j'ai pas encore le mot de passe de James. Donc, j'ai pas besoin de faire d'élévation de privilèges puisque tout le monde peut écrire dedans. Donc, qu'est-ce que je fais? Overpass.thm. Lui, c'est la machine. Maintenant, je lui dis non. C'est quoi? Overpass, c'est moi. C'est ma machine. Ok? Je peux écrire. Ok, si je fais un 4, etc host, maintenant ça dit quoi? Ça dit que le nom de domaine là, maintenant c'est moi. Donc, on a notre script qui va s'exécuter. Mais il faut qu'on le force. Donc comment on peut faire ça en fait, hein? Maintenant on sait que la machine overpass.thm, ce nom de domaine, elle résout notre adresse IP. C'est notre adresse IP, c'est plus le serveur. Donc on peut peut-être créer une structure, une arborescence qui va imiter ce que recherche curl. Curl, il récupère quoi? Il récupère une URL. Ok?
Et qu'est-ce qu'on a vu? Je remonte, que ça soit clair pour vous. On a vu qu'il tape dans une arborescence. Overpass THM, download, SRC, build script, SH, epipe, dans bash. Et ben on va reproduire download SRC build script.sh. Comment je fais ça? Pardon. Un tiré P pour parent. Voilà, là ça passe. C'est des www, ok. C'est des downloads, ok, m'a bien créé. C'est des SRC, m'a bien créé. Qu'est-ce que je fais? Alors là, je vais ouvrir plusieurs fenêtres. Donc c'est là qu'on commence la phase finale de l'attaque. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éditer mon fichier sudo nano et vous rappelez, il s'appelle build script slash. Ok. Là, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais créer mon script. Donc, on commence tout le temps bin bash. Ça change jamais. Donc. Et ensuite, on invoque notre reverse. Je fais un bash interactif avec la redirection de l'ensemble des erreurs vers le dev TCP parce que c'est un reverse TCP. Je mets mon adresse IP via le VPN et je mets le port 2, 3, 4, 5. Ok, redirection du standard output et erreur. Donc 0 $. Ok, sudo chmod 777 sur build. Je veux être sûr qu'il s'exécute. Je vérifie ce que j'ai écrit dedans. Là, ça me paraît propre. Bonne adresse IP, bon port. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et ben là, tout simplement, je vais héberger un serveur sur le port 80, puisque la machine que je veux pirater va se connecter sur le port 80. Là, j'ouvre un net4 avec le port 1, 2, 3, 4, mais 2, 3, 4, 5. Ok, et là, théoriquement, ça devrait ouvrir une connexion dans moins d'une minute. Ok, pourquoi? Parce que je vais vous montrer. Partons du principe qu'on est sur le route. J'ai un www, on var www. Ok, là-dedans j'ai quoi? J'ai du HTML. Ça, c'est où héberger le serveur. J'ai mon index HTML. Ok, donc ça, on respecte en fait la hiérarchie. Lui, il voit quoi? Overpass, mon adresse IP qui est overpass.thm, c'est le nom de domaine. Ensuite, il shot dans le www, il va récupérer quoi? Il va récupérer download src et il veut quoi? Un fichier qui s'appelle buildscript.sh.
Donc si j'héberge le serveur HTTP dans la mauvaise arborescence, que je suis pas dans www et on a simulé un serveur, on est en train de tromper la commande curl pour qu'elle exécute notre script qui contient le reverse TCP en bash. Et voilà. Ok. Donc là, je m'étais trompé. Vous voyez bien que bah, ça passe pas. Là, ça passe. On est route. Cool. 4 routes. .txt. Donc il y a plusieurs vraiment façons de faire la machine. Mais je trouvais ça assez intéressant.